Les 26 et 27 mai 1923 naissait le Grand Prix d'endurance des 24 heures, la Coupe Ridge Whitworth, réalisée, organisée par l'Automobile Club de l'Ouest de la France sur le circuit permanent de la Sarthe. 95 ans plus tard, bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici de nouveau sur ce fameux circuit de la Sarthe pour assister à la 9e édition du Mans Classique, un événement, Frédéric Robat, un week-end de fête, un week-end qui marque Noël avant l'heure. Oui, bonjour, un week-end qui nous permet de revivre toutes les grandes heures du sport auto. Imaginez une galerie d'art avec toutes les œuvres d'une tendance représentée. Eh bien, c'est ce qu'on a sous les yeux. Et en plus, elle bouge. En plus. En plus. On démarre d'ailleurs dans quelques instants avec la course des Jaguars qui va animer les 55 prochaines minutes de ce week-end. On n'a pas encore démarré véritablement le Mans Classique, hein. Ça va réellement démarrer aux alentours de 16 h tout à l'heure et ça va être parti pour 24 heures. Alors on se rassure, évidemment, toutes ces ancêtres ne rouleront pas pendant 24 heures. On va organiser par groupe des compétitions d'une heure environ, qui vont permettre à ces mécaniques de tous âges d'évoluer dans leur catégorie, alors qu'ici, évidemment, le passage sous le pont Dunlop n'est pas obligatoirement évident pour tout le monde. Ouais, il y a 15 jours, c'était André Lotterer qui arrivait un peu vite avec sa rébellion. Aujourd'hui, voici donc les Jaguars qui ouvrent le programme. C'est la course des Jaguars à laquelle nous vous proposons d'assister maintenant, en ouverture donc d'une journée extraordinaire que vous allez pouvoir suivre. Peter Otto et l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, organisateur de ce Le Mans Classique, dont on marque ce week-end la 9e édition, ont organisé, ont réparti les voitures, Frédéric, vous l'abordiez, en ce qu'ils appellent 6 plateaux, en fonction des époques. Et il y en a même plus que ça, on va dire la vérité, parce que se déroulent également des exhibitions, des courses monotypes comme cette épreuve de Jaguar, mais également, on va le voir tout au long de ces journées, les 70 ans de Porsche qui sont fêtés dignement ici, avec 70 modèles historiques qui vont se disputer une victoire prestigieuse sur le circuit des 24 heures du Mans. Rappelons quand même que c'est l'entièreté du circuit des 24 heures du Mans qui est utilisé ici et pas seulement le circuit Bugatti. Attention, voilà, le freinage de la première chicane. On a voulu passer. Évidemment, c'est moins facile qu'avec les machines d'aujourd'hui pour s'imposer au freinage. Oui, on utilise le circuit moderne. Attention aux touchettes, regardez ici. Mais on a conservé les chicanes. À l'époque, il n'y avait pas les chicanes. On les a conservées aujourd'hui pour des raisons de... C'était peut-être d'ailleurs plus facile parce qu'il faut freiner 3 fois maintenant au lieu de freiner une seule fois à l'époque. En termes d'endurance, le freinage ici, c'est du freinage, on va dire, classique aussi. Donc on n'a pas obligatoirement au fil des tours la même consistance de pédale. Et puis les liquides utilisés, les matériaux utilisés pour conduire ce liquide jusqu'au piston ne sont pas obligatoirement non plus très modernes. Ce qui fait qu'on a quelques approximations. Et puis il faut le reconnaître aussi, les pilotes ne sont pas tous des professionnels. On a d'ailleurs en pole position aujourd'hui Martin O'Connell qui est, lui, on peut le considérer comme un professionnel de la profession puisqu'il roule en endurance classique et en course classique depuis très très longtemps. C'est d'ailleurs une catégorie, cette Jaguar classique, ce Jaguar Classic Challenge qui est plutôt réservé aux pilotes britanniques et on le comprend. On aurait fait une coupe Renault 8 Gordini, on aurait plus de pilotes français et ils se sont partagés la part du lion, on va dire, puisque la quasi-totalité de la grille de départ est occupée par des pilotes britanniques avec des Jaguars de toutes époques. On est sur les XK120 et on poursuit sur les types C, les types D, les types E qui ont marqué l'histoire des 24 heures du Mans puisqu'elles l'ont emporté ici à plusieurs reprises. Absolument, on a le temps tout au long de cette journée et de ce week-end de vous les détailler, ces voitures, de vous expliquer ce que vous allez voir sur votre écran d'ordinateur ou votre télévision, en streaming ou en direct. Avec là, oui, c'est un plateau support, effectivement. Les Jaguars se sont jointes à la fête avec des clubs anglais qui sont venus organiser ça. C'est le HSCC, c'est le Historic Sports Car Club britannique qui a pris les rênes de cette manifestation pour les Jaguars. Et oui, vous allez voir des types E, des types D, des XK120 des années 50 à 66. C'est la dernière année. Regardez comment on peut s'imposer à l'intérieur. Attention, parce que derrière, effectivement, il faut freiner. Et vous savez que les freins à disque, ils sont apparus sur une Jaguar précisément en 1953 au Mans. Les 24 heures du Mans ont servi de laboratoire de tout temps pour les constructeurs automobiles. Mais la plupart de ces voitures étaient équipées jusque-là, auparavant, évidemment, de freins à tambour. Donc pour les pilotes, il a fallu prendre ses repères hier pendant 2 séances d'essai. Il y a eu une séance de jour, une séance de nuit.
travailler ses repères sur la piste, ses points de freinage précisément, hein, Frédéric, qui vont peut-être évoluer au fur et à mesure de l'usure de ceux-ci, parce qu'on attaque, hein, la vitesse maxi atteinte sur la ligne droite des Hunaudières pour la plus rapide de ces Jaguars, pour l'instant c'est 235 km/h. Ce qui n'est pas négligeable. Et puis c'est vrai aussi que dans ce type de compétition, il y a deux philosophies qui s'opposent. Celui qui vient pour gagner et celui qui vient pour courir. En l'occurrence ici, le plaisir de parcourir les presque 14 km du circuit des 24 heures, du vrai circuit, et de marcher un petit peu sur les traces des ancêtres. Et puis d'un autre côté, eh bien, les réels pilotes, on va dire sportifs, qui eux essaient de tirer le maximum de leurs machines, qui ont d'ailleurs peut-être des machines un petit peu mieux préparées que les autres, tel Martin O'Connell qui est ici en train de franchir la ligne de chronométrage et qui vient de boucler un tour en 4 minutes 02. Donc plutôt rapide, on va dire, pour l'époque, même si on est aujourd'hui bien en deçà de ce temps avec les voitures modernes. Mais c'est un des pilotes les plus sérieux du plateau. D'ailleurs, Martin Stretton, qui est aussi une des grandes vedettes de l'historique, a lui connu une petite mésaventure puisqu'il est parti carrément dernier sur la grille de départ. Et on assistera peut-être au long de ces maintenant 49 minutes de course restantes à une belle remontée de sa part, car c'est en général un pilote qui brille et qui a plutôt tendance à avoir du panache dans ce type de compétition. La voiture de tête est une type E de 1962, vous l'avez vu. Nous suivons ici la numéro 10 qui est une autre type E de l'année 1963 en revanche. Il y a eu beaucoup de type E qui ont été engagés au Mans. Et Jaguar a gagné en revanche avec la XK120C pour la première fois, c'était en 1951. Ils ont gagné 2 fois d'ailleurs, 51 et 53 avec cette auto. 53, c'est donc la fameuse année où on a introduit pour la première fois les freins à disque sur cette voiture, les premiers essais avant de concrétiser sur la type D. Et puis Jaguar s'est imposé également avec la type D précisément en 1955, 56 et 57. À l'époque, cette type D, vous en verrez bien sûr, vous voyez cette voiture qui est une découverte un petit peu, une monoplace avec l'aileron de requin déjà, l'ancêtre de l'aileron de requin à l'arrière. Il y avait diverses configurations pour cette voiture. Il y avait un nez court et un nez long. D'ailleurs, notez que Jaguar a pris la décision de refabriquer à l'identique les 25 voitures qui manquaient à la série initiale, puisqu'ils avaient décidé d'en fabriquer une centaine. Ils n'en ont fait que 75. Les 25 restantes vont être, ça a été officialisé cette année, vont être fabriquées avec la méthode originelle et avec les moules d'origine, les pièces d'origine, pour compléter cette série de 100 voitures avec une ligne très élégante, vous l'avez vu, et ça rappelle d'ailleurs un peu l'aileron de requin, les décisions qui ont été prises récemment sur les voitures modernes en termes de sécurité notamment. Vous avez vu la type E qui a fait l'intérieur, qui a profité de la bagarre entre la 70 et la 77. Elle a pu s'infiltrer au passage de la courbe Dunlop et gagner 2 positions d'un coup. Regardez comme elle dérive ces voitures, comme elles glissent à la réaccélération. Alors la plupart sont dans leur jeu, hein, Frédéric. Elles ont bien sûr subi des modifications pour certaines, parce qu'il faut des éléments de sécurité actuels. Il faut être aux normes pour ces éléments-là, que ce soit le harnais qui peut être 4 ou 6 points, le siège baquet évidemment du conducteur, du pilote on va dire, l'extincteur, le Hans qui est obligatoire maintenant sur l'historique effectivement, et puis évidemment tous les équipements de sécurité classiques. D'ailleurs, imaginez le casse-tête entre guillemets pour vérifier techniquement ces voitures qui sont toutes spécifiques. Et en fait, pour effectuer les vérifications techniques, on se contente, c'est déjà une lourde tâche, de vérifier qu'elles sont bien conformes à la fiche technique de l'homologation de cette voiture auprès de la fédération locale. Un travail d'ailleurs qui a été fait ces derniers jours, puisque les 700 et quelques véhicules qui seront sur le circuit tout au long de ce week-end ont tous été vérifiés par les commissaires de la CO. Vous imaginez un petit peu le travail que ça représente et également l'ambiance que ça peut créer entre la partie organisation et la partie concurrent. Il y a déjà un début de communion, puisque tous ces gens sont passionnés et qui commencent à discuter autour des voitures, du boulon de 12
pelouse qui a été utilisée. C'est l'ambiance des 24 heures du Mans et du Mans classique, puisque cet événement est en quelque sorte un écho donné aux 24 heures du Mans tous les 2 ans dans les mêmes conditions, puisque le dispositif en piste au niveau des commissaires, au niveau de l'accueil du public est quasiment le même que pour les 24 heures du Mans modernes. Vous pouvez voir là des figures que vous ne voyez plus avec les voitures modernes. Il se fait plaisir, Martin O'Connell, au volant de cette Type E 1962. Elle dérive, elle glisse. Il la met en appui au freinage. Regardez jusqu'où il va. On sent qu'il y a un vrai pilote dans la voiture. Oui, ça. 10 secondes déjà d'écart avec son poursuivant, qui est Riley Short. C'est Nick Riley actuellement au volant de celle-ci. Une autre Type E, vous le voyez, d'un an plus récente en ce qui nous concerne. Regardez comme l'avant s'écrase au freinage. C'est vraiment, vous allez vous régaler ce week-end à observer le comportement des voitures. Là, la réaccélération par exemple, lorsqu'il met presque pied au plancher et que les roues arrière motrices, elles ont tendance à vouloir s'échapper, échapper au contrôle de leur pilote. Alors vous allez donc voir aujourd'hui les Jaguars. Tout à l'heure, vous verrez le groupe C. Le groupe C, les années 82, 85, les voitures qui presque sont les préférées du public en endurance. Vous allez revoir des machines absolument formidables. Et puis vous verrez, à partir de cet après-midi, les plateaux à proprement parler, Marc, puisque on est entre 1923, date année de la première épreuve des 24 heures du Mans, et 1981 sur les 6 plateaux qui composent l'essentiel de ce Mans classique 2018. On disait tout à l'heure qu'il y en avait plus parce qu'il y en a un 7e avec le groupe C, il y en a même un 8e avec les Le Mans Legends, qui sont aussi des voitures qui sont attendues par tout le monde, notamment la fameuse Toyota GT1 qui a marqué l'histoire technologiquement, on va dire. C'était une voiture hallucinante en termes d'évolution technique qui avait été étudiée, dessinée par André Cortance. Et puis en écho à la victoire de Toyota cette année, évidemment la présence de cette voiture prend un sens particulier. 98-99, cette GT1 engagée par Toyota, pilotée ici par Emmanuel Collard, qui faisait partie à l'époque de l'aventure. Et ce sera Norman Nato également qui en partagera le volant pour la plus grande joie du public. On attend 130 000 voire 140 000 personnes dans les tribunes autour de ce circuit de la Sarthe ce week-end. L'année dernière c'était 123 600, c'est ça. Et dès hier il y avait plus de monde dans les tribunes, dans le paddock, parce que vous voyez le circuit Bugatti qui est au centre du circuit des 24 heures. Il est emprunté par la moto par exemple. Et bien le circuit Bugatti disparaît sous les villages, sous les paddocks, sous les animations, sous l'évocation des 40 ans de la victoire d'Alpine, des 70 ans de la création de Porsche, etc., etc. Il y a beaucoup d'anniversaires qui sont fêtés ce week-end et il disparaît également sous la foule, sous l'affluence des fans. C'est formidable de voir ces dizaines de milliers de personnes qui étaient là hier déjà, et ça parle toutes les langues dans ce village. Et sans parler, Marc, de la présence des clubs qui viennent se regrouper sur le circuit des 24 heures du Mans à l'occasion de c'est le Mans classique. Des clubs venus de toute la France, même de toute l'Europe, qui représentent quasiment toutes les marques automobiles qui ont marqué l'histoire et qui viennent bien perpétuer une sorte de tradition en pique-niquant dans l'herbe, en organisant évidemment des manifestations. Il y a des baptêmes autour du circuit d'ailleurs qui sont entièrement dédiés à ces voitures des clubs. Et évidemment, pour tous les passionnés, aller discuter avec les membres des clubs du modèle, de la marque, de pièces détachées, de spécifications, de carrosserie spéciale, c'est un plaisir. On se rend compte que personne n'est là par hasard. Tous les gens qui viennent ici sont de véritables passionnés et viennent entre guillemets communier tous ensemble dans cette grand-messe de l'histoire de l'endurance. Alors, le deuxième freinage. Ça va, on est sage. Ici, à Mulsanne. Ok, la réaccélération se fait sans encombre. Il a tenté, mais il s'est vu refermer la porte. Vous voyez qu'on court en famille souvent sur les propriétaires de voitures ou les collectionneurs participent avec une voire deux voitures. On peut s'engager dans 1, 2, 3 plateaux si on a l'occasion. C'est souvent le cas d'ailleurs, effectivement.
Et parfois, on court en famille, il y a même des pères et fils, des pères et filles, des mères et filles qui sont là. Et c'est le cas aujourd'hui avec ces Jaguars. Donc c'est la première course qui mêle donc des voitures jusqu'à l'année 1966. C'est quand même des bijoux que vous avez sous les yeux qui valent pour certains beaucoup d'argent. Donc certes on se fait plaisir, certes on attaque, mais il faut quand même pas trop prendre de risques. Au risque précisément d'abîmer, attention, il faut tourner, d'abîmer son trésor et de ne pas pouvoir repartir avec par la route, car ils sont nombreux à venir par la route avec. Comme à l'époque, effectivement, il faut aussi souligner qu'il y a à la fois un mélange d'amateurs, entre guillemets, c'est-à-dire de gens qui ont une voiture et qui viennent s'inscrire dans une compétition pour le fun, pour le plaisir principalement. Puis il y a de véritables écuries qui possèdent plusieurs voitures ou plusieurs types de voitures et qui viennent s'inscrire, comme vous le disiez Marc, dans tous les plateaux quasiment, avec divers pilotes. Il y a des loueurs aussi qui disposent d'un cheptel d'automobiles et qui les mettent à disposition de clients qui voudraient un peu vivre le rêve des 24 heures du Mans pendant ce week-end du Mans classique. Donc encore une fois, diverses philosophies qui viennent s'affronter sur le circuit et on peut le voir d'ailleurs car le cortège est en train de s'allonger petit à petit. Oui. Il y a ceux qui sont là vraiment pour profiter du moment. Et puis comme ici, cette Jaguar I-Peu, on a vu d'ailleurs que Michael Lyons faisait partie de l'équipage. C'est aussi un des jeunes qui a choisi de prendre rapidement la direction du classique parce qu'il y a de vrais débouchés pour de jeunes pilotes dont l'essentiel but est de gagner leur vie avec leur passion. Michael Lyons en fait partie. Il a gagné nombre de courses classiques dans toutes les catégories possibles, que ce soit en endurance mais aussi en tourisme, voire même en Formule 1. Il était il y a peu de temps encore, puisque c'est une bonne année pour les amateurs d'automobiles classiques. Une fois tous les 2 ans, il y a également le Grand Prix de Monaco historique, et cette année ça tombe Grand Prix de Monaco historique et puis le Mans classique derrière, et donc c'est la fête pour tous ces pilotes qui viennent s'amuser sur les circuits les plus prestigieux du monde avec ces voitures tout aussi prestigieuses. Et vous voyez qu'elles n'ont pas l'allure toujours de voitures de course, ces Jaguars, et qu'on se bat à tous les niveaux. Là, c'est pour la 32e et la 33e position. Et les stands sont ouverts. Alors, il faut qu'on vous précise que on a un passage au stand qui s'annonce avec un changement de pilote. Un temps obligatoire à respecter qui sera, je crois, de 90 secondes dans les stands. Et voici justement les premières voitures qui vont pouvoir repasser dans cette allée des stands et faire le changement de pilote. Alors évidemment, c'est comme à l'époque, hein, on va... Oh, joli car contrôle avec une voiture qui a priori n'est pas faite pour ça. Pas faite pour ça obligatoirement. Plutôt, même si les gens qui pilotent d'habitude ces Jaguars ont tendance à dire que c'est très confortable et plutôt de façon assez bizarre, efficace et facile à maîtriser, même dans la glisse. Il n'en demeure pas moins qu'elles ont les années qu'elles ont derrière les harnais et que, on n'est pas dans le top de la sophistication et de la réactivité au volant. Donc on a plutôt tendance à se laisser emporter par le poids de la machine, par son relatif manque de puissance. Et la petite erreur peut se révéler fatale pour certains. Ne vous étonnez pas non plus si vous voyez des pilotes qui s'arrêtent dans les stands et qui ne bougent pas. Parce que quand on est seul au volant et quand on est engagé seul au volant, on doit quand même passer par les stands et observer cet arrêt obligatoire. Ce qui permet de préserver l'égalité des chances pour tout le monde et également la sécurité de tout le monde, puisque ce temps imparti permet d'éviter le rush dans les stands. Cette Mark 1 de 1959 qu'on avait vu déjà rentrer très fort à la sortie des virages Porsche tout à l'heure. Tiens, et on prépare des pneus. Alors ça c'est intéressant, on va voir si on fait également un changement de pneumatique sur les voitures. En tout cas cette voiture de 1959 donc est entrée de façon un petit peu optimiste avec son propriétaire, car normalement là aujourd'hui ce sont les propriétaires qui sont au volant des Jaguars dans l'entrée de la courbe Dunlop, vous l'avez vu. Alors il serait étonnant qu'on ait
élaborer une stratégie avec changement de pneus dans cette course. Il est plus vraisemblable qu'il y ait une crevaison sur une des voitures et qu'on essaie d'y remédier rapidement. Parce que ça serait dommage aussi de ne pas profiter des tours restants et des 36 minutes de course restantes pour s'exprimer à nouveau sur ce circuit. C'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans pour ces pilotes. Vous avez pu admirer l'intérieur. Ah, décidément, il est toujours au milieu, l'intérieur là de cette voiture qui ravitaille avec une XK 150S tendue de cuir, les Connolly, sièges. Normalement. Eh oui. Voiture qui a été fabriquée à Coventry, c'est le lieu où les usines Jaguar se sont installées à leur origine, et on a d'ailleurs sous les yeux toutes les déclinaisons des différentes Jaguar de l'histoire depuis la naissance de la marque quasiment, et aussi des déclinaisons de carrosserie, parce qu'on voit qu'il y a des Jaguar type E qui ont bénéficié du stylo et du marteau de certains carrossiers pour améliorer leur performance, souvent d'ailleurs dans l'optique des 24 heures du Mans, parce que c'est un circuit spécifique avec cette immense ligne droite des Hunaudières qui aujourd'hui est coupée par 2 chicanes, mais qui à l'époque se déroulait d'un seul trait. Et donc on optimisait l'aérodynamique empirique des voitures, puisqu'il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, et c'était un petit peu au doigt mouillé comme on dit. On voit notamment, et on verra notamment dans la journée, des AC Cobra, des Jaguar effectivement, ou encore des Porsche qui au fil du temps ont évolué, se sont affinés, se sont allongés, ont bénéficié d'appui pour certaines pour affronter cette ligne droite des Hunaudières qui fait tellement la spécificité des 24 heures du Mans, et qui a aussi dicté pas mal de coups de crayon dans les bureaux de design. Alors là voilà le changement de pneu, alors que vous voyez un drapeau jaune, c'est dans la ligne droite des Hunaudières actuellement. Qui s'est transformé en slow zone d'ailleurs, c'est-à-dire que cette portion est neutralisée et une vitesse basse est imposée aux concurrents dans cette portion. On a vu d'ailleurs sur le tracé du circuit quelle zone cela concernait. Et en fait c'est là dans l'Europe, je vous ai dit les Hunaudières, c'est là dans l'Europe, vraisemblablement pour évacuer la voiture, la 23 qui était toujours bloquée. Voilà pourquoi la direction de course instaure les slow zones, comme vous les avez vus sur les 24 heures classiques, remportés par Toyota et Alonso il y a quelques semaines maintenant. Et le balai des ravitaillements, des changements de pilote qui se poursuit. Alors certaines voitures, vous le constatez, ont le volant à gauche, certaines ont le volant à droite. Et évidemment, on ne repart pas en faisant fumer un coup de marteau sur l'écrou central de cette IPE 1963. Frédéric, vous évoquiez à l'instant les aspects différents des carrosseries. En voici une. Alors, oui, entre guillemets, celle-là, elle est on va dire modernisée, parce que vous avez pu remarquer, il y a quelques écopes supplémentaires sur la carrosserie qui permettent un meilleur refroidissement de certains éléments techniques, les freins notamment, le moteur aussi, puis le pilote, faut pas oublier. Il fait chaud en ce moment sur la Sarthe, il fait orageux également, et on peut rapidement avoir une 50aine de degrés à l'intérieur des habitacles, ce qui est particulièrement difficile à supporter. Vous voyez, la piste est à 35 degrés, l'air à 24 degrés, on peut être à 40 en ce moment. Dans l'après-midi, ça va augmenter encore, il n'y a pas de climatisation dans ces voitures. Et puis il y a des pilotes qui ne sont pas obligatoirement des athlètes de haut niveau et qui courent rarement, qui sont souvent dans le civil, des chefs d'entreprise ou des personnalités des finances, et qui ont l'habitude de travailler dans un bureau. Quand ils se retrouvent derrière le volant de ces voitures sans direction assistée, et avec une grosse chaleur, des pédales de frein où il faut vraiment donner des coups de pied pour arriver à ralentir la voiture, eh bien, ça peut être fatigant, et ça peut être plus que fatigant, épuisant, et épuisant dans le sens médical du terme, c'est-à-dire provoquer pourquoi pas des grosses crises de fatigue et des manques physiologiques dans certains domaines. D'où l'intérêt aussi d'effectuer ce changement de pilote à mi-parcours à peu près, pour quand même se préserver lorsqu'on n'est pas un pro, lorsqu'on doit tourner ce grand cerceau en bois, ce grand volant. Attention. Salisbury et Dowd qui sont en train de garer la voiture dans l'herbe. Que s'est-il passé pour eux? Voiture de 1957. Il n'y a pas eu d'accrochage ou quoi que ce soit, c'est plutôt une défaillance technique
des manomètres sur le tableau de bord qui a peut-être alerté le pilote qui s'est dit plutôt que de risquer un moteur, on va se garer à cet endroit. Ça a l'air d'être du côté de Maison Blanche a priori, à l'amorce des S-Porsche, juste après, dans quelques centaines de mètres, on aura les S-Porsche. Et oui, parce que sous vos yeux, vous n'avez pas les compteurs d'aujourd'hui, vous n'avez pas toutes les alarmes d'aujourd'hui. Hein. Rappelez-vous, pas la radio avec le stand. Plus ces aiguilles de température d'eau, de pression d'huile, de température d'huile. Effectivement, si l'aiguille a tendance à partir dans le rouge, il vaut mieux s'arrêter ou repasser au stand si on en a la possibilité, soulever son capot et rajouter de l'eau avant de pouvoir repartir. Vous avez vu au passage fugitivement la qualité de restauration de ces voitures, hein. Des moteurs qui ont 40 ans d'âge, voire plus, et qui sont impeccables parce que souvent aussi derrière le pilote et sa machine, il y a quand même une équipe d'assistance. Vous voyez l'intérieur sublime, ronce de noyer, cuir connolly dans une voiture de course. Ça laisse quand même rêveur. Une Jaguar E là encore qui s'arrête au bord du circuit. Une Jaguar de 1962. Et de la fumée. Alors là, ça pourrait être mauvais signe quand on s'arrête au bord du circuit avec de la fumée. Ça peut être le signe d'un joint de culasse ou de quelque chose de ressemblant. Pourquoi pas, dans le meilleur des cas, tout simplement une durite débranchée qui provoquerait de la vapeur. Et ça serait la meilleure des configurations. Mais après, ça peut être plus grave. Donc c'est pour ça que ces pilotes propriétaires n'hésitent pas à s'arrêter immédiatement dès la première alerte. Parce que, évidemment, une petite défaillance technique peut être lourde de conséquences, surtout sur un circuit qui fait 13 km pour rentrer au stand. Donc, avertissement sans frais et arrêt immédiat pour ces pilotes. Cette course qui est toujours... Ils s'en donnent à cœur joie pour la lutte pour la deuxième position. Ouais. Parce que malgré tout, ce sont des voitures quand même qui, pour les Jaguar Type E notamment, dans des préparations un petit peu poussées, peuvent être très performantes. On le voit notamment au Tour Auto, on a le même genre de voitures qui disputent des courses en circuit et des spéciales de rallye. Et les Jaguar Type E peuvent aller, par exemple, rivaliser avec des AC Cobra qui semblent pourtant nettement plus taillées, on va dire, pour la compétition, beaucoup plus agressives, beaucoup plus puissantes. Et pourtant, grâce à leur légèreté, à leur subtilité mécanique et à leur efficacité, les Jaguar E arrivent notamment à tirer leur épingle du jeu. Jean-Pierre Lajournade, qui est un des pilotes habituels de ce type de voiture et qui a déjà remporté avec sa Jaguar Type E le Tour Auto, peut en témoigner. Ça peut être une voiture très très efficace. L'épisode des arrêts au stand qui évidemment va chambouler la hiérarchie, puisque on n'a pas véritablement de stratégie. Carlos Monteverde, on l'a vu sur cette Jaguar, qui est habitué lui aussi des compétitions historiques. On le voit rouler notamment en Formule 1 au Grand Prix de Monaco historique régulièrement. Souvent d'ailleurs, le choix est délicat parce que le Grand Prix historique tombe en même temps que Spa Classique et tous les amateurs de sport mécanique se divisent entre la compétition de Formule 1 et de monoplace à Monaco ou bien l'endurance et d'autres d'ailleurs, puisque il y a du tourisme historique aussi à Spa Classique, qui est un autre événement organisé par Peter Otto. Et donc le choix est difficile parfois pour les pilotes et les propriétaires qui veulent participer au maximum d'événements dans l'année, de se partager entre différents types de compétitions. Et vous venez d'assister à un changement de leader dans cette épreuve avec la numéro 7 qui vient à mi-course de prendre le commandement au détriment de la 145 de Riley Short. C'est Oinozen. Il faut préciser que ce sont des voitures qui sont toujours en tête de la course, mais qu'en ce qui concerne les 4 premiers, pour l'instant, personne ne s'est encore arrêté pour effectuer son ravitaillement. Le premier classé à s'être arrêté, c'est Martin O'Connell ou son équipier, puisqu'il y a eu changement de pilote également dans cette voiture. Martin O'Connell qui est toujours au volant de la voiture, puisque en l'occurrence il n'a pas d'équipier, excusez-moi, qui roule tout seul. Allez, regardez les manomètres, ces aiguilles au moment du redépart des stands, et puis tendez l'oreille également. Avec ce moteur XK de 6 cylindres, 6 cylindres en ligne. Alors X, c'est un moteur pour expérimental lorsque les ingénieurs de Jaguar travaillaient sur la création de ce bloc. Et K, c'est la 11e lettre de l'alphabet. Ça correspond tout simplement à la 11e essai, à la 11e définition. Ils ont été contents. Les ingénieurs, ils ont dit ok, on arrête, c'est le bon.
Donc ce 11e s'est appelé le K et donc le moteur c'est XK et il se retrouve ce bloc dans la majorité des voitures, l'essentiel des voitures que vous voyez aujourd'hui, notamment ces types E donc qui est collection et qui court en compétition aujourd'hui de nouveau côte à côte. Attention, rien n'est fait pour la victoire dans cette épreuve. On vous a dit tout à l'heure, vitesse de pointe maxi 235 dans la ligne droite. Regardez le freinage, la voiture qui écrase ses pneumatiques à flanc haut pour l'époque. Voilà, il va mettre sage avant d'allumer son pneu et rester sur la trajectoire. Vous avez vu que les deux roues extérieures sont allées dans le bac à gravier et on ne se fait pas de cadeau, il est repassé par l'extérieur. Bravo! Oui, ça se bagarre vraiment pour la tête de course. On est là pour gagner. Même si, rappelons-le encore une fois, ces pilotes ne se sont pas encore arrêtés au stand. Ce sera peut-être d'ailleurs intéressant de les voir sans doute s'arrêter en même temps et de voir cette bagarre entre guillemets dans les stands, même si ce sera une bagarre un peu au ralenti, puisque on a un temps imparti qui permet de préserver la sécurité à l'intérieur des stands. Mais tout de même, le premier sorti sera sans doute avantagé, même si vraisemblablement Martin O'Connell, qui navigue à 1 minute 15 secondes de ce petit groupe, aura largement le temps de repasser devant lorsqu'ils se seront arrêtés au stand. On a derrière eux des Jaguar Type E encore avec Butler et Rich qui sont en 3e position. Et puis Gay et Reid qui sont 4e et qui vont, vous le voyez, on parlait de l'effort physique et de la chaleur qui vient perturber les pilotes qui aussi, il faut le reconnaître, sont eux aussi assez classiques pour certains. Les deux rentrent. Qui sont un peu âgés et qui effectivement subissent la chaleur de plein fouet. Les 4 premiers rentrent, semble-t-il. Attention le freinage. Oui, parce qu'après est effectivement 3e. km/h une fois arrivé dans la ligne des stands. C'était limite, oui. 4 premiers ensemble. À moins de 25 minutes du but. Alors, espérons qu'après la sortie des stands, ces voitures vont de nouveau se retrouver ensemble et pouvoir nous fournir de belles bagarres comme on vient d'y assister. Vraisemblablement, ils vont se retrouver ensemble, mais dans le gap qui se trouve entre Martin O'Connell, qui est actuellement 5e et qui devrait remonter à la première place, et Carlos Monteverde et Gary Pierce qui sont 6e. Il y a une trentaine de secondes entre cette 5e et cette 6e place qui devrait devenir en tout cas pour Martin O'Connell le nouveau leader de la course dans quelques dizaines de secondes. Alors vous avez vu qu'à bord de la numéro 7 la voiture de tête Van Oynhausen reste au volant puisqu'il est seul le voici. Il va respecter le temps minimal indiqué. On change de pilote en revanche sur la numéro 145 qui occupait la 2e position. C'est Ben Short qui est sorti. Ben Short, oui. Et Nick Riley qui va prendre le volant de cette voiture. Une type E de 1963, 3781 cm3 très précisément pour la cylindrée de son moteur. Le même 600 lignes donc que la type E de 62. Avec laquelle il se battait la voiture de 1967. Et le voici, vous avez vu, votre ami O'Connell avec la numéro 90 qui a effectivement repris la tête. Reste à savoir maintenant si le gap entre O'Connell et Monteverde va être suffisant pour permettre à ces 3 ou 4 voitures de venir s'intégrer à l'intérieur de cet écart et de continuer cette bagarre pour une place sur le podium. C'est pas négligeable quand même pour des pilotes qui ont envie d'aller marquer de leur saut le circuit des 24 heures du Mans. Allez, dès la sortie des stands, on tente de s'imposer à la Dunlop. Et voilà qui est fait par l'extérieur. En tout cas, la 7 et la 145 sont ressorties dans l'ordre dans lequel elles étaient rentrées au stand. Et sur le podium, donc derrière Martin O'Connell. Belle opération. Et puis avec quand même une possibilité de bagarre, une ouverture quand même dans cette lutte pour le podium. Certes seulement pour la 3e marche entre 3 voitures, celle de Riley qui vient de grimper à bord de sa Jaguar Type E, et puis à suivre l'équipage Guy Reid sur la 71,
et Butler Ridge sur la numéro 10, qui sont eux aussi dans un intervalle de moins d'une seconde par rapport à la voiture qui les précède, et donc vraisemblablement dans les 20 minutes qui viennent, on peut encore répéter, Marc, que rien n'est fait, loin de là. La preuve, voilà ce qui peut arriver. Oh, il est bien récupéré, bravo. La Jaguar Type E, donc, qui monopolise, on va dire, les premières places du classement de cette course de Jaguar Classic Challenge. On oublie un petit peu qu'il y a derrière des types D, des types C qui sont aussi assez sympas à voir parce que la compétition l'impose. On est effectivement en lutte pour la victoire. Martin O'Connell, certes, survole les débats avec maintenant, après l'arrêt au stand obligatoire, 24 secondes d'avance sur le deuxième. Mais derrière, en revanche, ça reste serré, ça reste intéressant. Ça reste disputé pour des pilotes qui représentent le haut du pavé dans cette catégorie et qui sont effectivement, on peut parler, on va dire, de la quinzaine des premiers pilotes sur maintenant la liste de course, qui sont en bagarre pour une vraie place à l'arrivée de cette épreuve. Ensuite, pour les autres, c'est plus de la détente, du dépaysement, de la découverte des 24 heures et puis un week-end sympa. Vous l'avez dit, Marc, tout à l'heure, pendant que les pilotes sont en train d'en découdre en piste, il y a tout un village qui s'est organisé autour du circuit Bugatti, autour du circuit des 24 heures, depuis le garage vert tout en haut, où il y a l'exposition des plus de 50 groupes C que l'on va voir défiler sous nos yeux dans quelques minutes. Et de l'autre côté, également les voitures d'endurance les plus modernes qui vont animer ce Le Mans classique ce week-end, les Le Mans Legends, avec des Chrysler Viper, la Toyota GT1 et d'autres voitures, une ribambelle de Porsche de la 993 jusqu'à la 997 en GT, une Marcos. Incroyable, une Marcos, fabuleuse marque qui a aussi marqué les esprits dans les années 90-2000 en endurance moderne. Une voiture assez atypique avec notamment des équipages néerlandais qui eux aussi ont marqué l'histoire. Et donc voilà, on va tourner les pages de ce grand livre tout au long de cette journée avec différents événements dont vous allez pouvoir profiter pleinement grâce aux caméras qui sont disposées pour la première fois sur l'ensemble du circuit, puisqu'il y a une époque où on perdait beaucoup les voitures. Il faut reconnaître que la couverture n'est pas exactement la même que celle des 24 heures du Mans, loin de là même, et que donc il va falloir de temps en temps qu'on laisse des duels pour les retrouver un petit peu plus loin. Mais il n'empêche que c'est la première fois que l'entièreté du circuit des 24 heures est couverte pour le Mans classique et qu'on a la possibilité de voir ces voitures s'exprimer sous à peu près tous les angles, dans à peu près tous les secteurs du circuit. Il n'empêche qu'on va se régaler avec les bijoux qu'on va voir en piste aujourd'hui et demain, et notamment reconnaître, tiens, en parlant de bijoux, voyez ça, sur ce que vous voyez sur la droite de votre écran, ça vous parle quand même. La 905 Evolution. Alors les stands les garages des stands sont occupés précisément uniquement par les voitures du groupe C qu'on verra tout à l'heure. Toutes les autres courses et les plateaux observeront leur arrêt, leur ravitaillement, leur changement de pilote, évidemment dans l'allée des stands, mais devant les garages qui eux sont occupés par uniquement les groupes C. Les autres plateaux, ils sont donc répartis à l'arrière des stands ou vers le Bugatti. Et ce qui est très sympa, si vous avez le raccordement du Bugatti en tête, c'est que c'est l'après-grille. C'est-à-dire en ce moment même, alors que les Jaguars sont en train de rouler, les groupes C ou de plus rouler, de s'arrêter. C'est justement Simon Nobili qui est aussi un habitué de cette compétition avec sa Jaguar MK2 qui est en train de s'arrêter au bord du circuit. Il avait déjà été victime de gros problèmes lors du Tour Auto. Eh bien, il semble que la série noire continue pour le pilote français. Donc les plateaux. Ouh, attention, on est allé à deux là. Est-ce que c'est pas nos amis qui se battent pour la deuxième et la troisième place? Non. Alors 11 et numéro 114, oui, on est quand même aux avant-postes parce que la 114 c'est Carlos Monteverde et Gary Pierce, des pilotes qui ont l'habitude vraiment d'attaquer et qui sont en lutte pour le top 5 en règle générale et qui ont bien failli s'accrocher. Alors oui, c'est la numéro 71, c'est ça, c'est la lutte pour la troisième place du podium avec Vincent Guet
et son équipier qui se disputaient cette 3e place. Bon, les voitures n'ont pas l'air d'avoir souffert. Elles sont passées dans le bac à gravier, mais les pilotes les ont récupérées. Vous avez vu, elles peuvent continuer. En revanche, le trou est fait désormais entre la 114 et la 71. De nouveau dans le mauvais sens à la Dunlop. Encore une fois, vous pouvez regarder la différence de carrosserie. Hein. C'est bien une type E. Est-ce qu'il y est allé tout seul au freinage? Oui, non, voilà. Tiens, on a parlé de Lotterer tout à l'heure. Voilà, l'un qui allume ses pneumatiques sur le côté gauche de la piste et qui touche celui qui tente de prendre la courbe par l'extérieur. Et on vous a dit tout à l'heure qu'il y avait des dames au volant. La preuve avec Katarina Kivalova qui va pouvoir quitter les stands. Un arrêt tardif de son côté, avec une stratégie particulière, l'envie d'en profiter au maximum aussi, hein. Car on est vraiment dans une logique de plaisir dans ces compétitions, même pour les pilotes qui jouent la gagne, hein. Il y a quand même le côté plaisir, le côté d'amener ces voitures à leurs limites, la glisse qui est un facteur déterminant aussi dans le plaisir de pilotage, surtout dans les grandes courbes rapides et en sortie des chicanes du circuit des 24 heures. Regardez la voiture au premier plan, la 114 de Monteverde. On la reverra peut-être tout à l'heure, alors que O'Connell se ferait un chemin toujours dans les attardés. Parmi les retardataires, oui. Je me demande si elle n'a pas été légèrement endommagée dans la sortie de route à l'avant, et si c'est pas en train de toucher à l'avant gauche de la voiture pour Monteverde, qui pour l'instant occupe toujours la 3e position. Il reste cette numéro 114 minutes dans cette compétition. Alors là, il n'y a pas de radio, hein. Il faut faire le calcul, et si on passe la ligne... Et bien observer les drapeaux. Oui. Bon, on refera un tour. Regardez le panneau Porsche, à l'image des 24 heures du Mans, avec l'évocation de la marque, des 70 ans de la marque. Vous aviez probablement vu ce stand des GT décoré avec un mur de briques, avec des tableaux rappelant l'époque. Et bien ce panneau publicitaire que revoici, cette grande banderole Porsche. Très réussi cette communication de Porsche cette année aux 24 heures du Mans, avec aussi sur les voitures du Team Ante et les couleurs de deux des Porsche qui ont marqué l'histoire des 24 heures. La Porsche cochon rose, le cochon rose évidemment, et l'autre couleur d'un cigarettier. C'était vraiment très très réussi. Ça a été une très belle opération, très appréciée du public, et qui a vraiment couronné de succès en plus. Ouais, en plus. Allez, il va falloir regarder le chrono pour ne pas entamer son dernier tour juste avant le tombé du drapeau à damier. Mathématiquement, on devrait avoir encore 3 tours à faire, deux tours pleins, puis le compteur arrivera à 0 au milieu du 3e tour. Donc théoriquement, Martin O'Connell a encore 3 tours à faire. On va bien voir après si le calcul est bon de son côté et s'il parvient à gérer, puisqu'il est seul au volant et que, comme on le disait, il n'a pas de communication avec son écurie qui se trouve sur le muret des stands. Bonne communication donc à travers le panotage, puisqu'il y a un préposé, un mécanicien au bord du circuit qui est préposé à un affichage d'informations à destination du pilote, notamment sa position et théoriquement son écart avec le pilote qui est le plus menaçant vis-à-vis de lui, qui se trouve théoriquement derrière lui. En l'occurrence là, il y a 18 secondes maintenant entre O'Connell et son principal poursuivant, avec une Jaguar E également, 18 secondes. C'est un écart qui semble se réduire au fil des tours, mais on peut penser que O'Connell, qui est un professionnel, est en train de gérer son avance et qu'il ne tape pas trop dans sa mécanique. Il est peut-être aussi en train de gérer justement ce fameux tour par tour qui lui évitera de faire un tour supplémentaire s'il est trop rapide en piste, et il a ralenti son rythme vraisemblablement pour ces deux raisons: ménager sa mécanique et gérer la distance à parcourir pour éviter de faire le tour de trop. On arrive à peu près à matérialiser l'écart qui est
qui est un gouffre avec son principal poursuivant. On a pu apercevoir sur ces images le vide derrière la Jaguar Type E de Martin O'Connell. On peut s'apercevoir aussi à l'inverse du plein qu'il peut y avoir dans les tribunes et autour du circuit des 24 heures du Mans, avec les fans qui ont commencé à arriver très tôt ce matin. On le disait, Marc, en ouverture de ce direct, 123 000 personnes sont venues assister au Mans Classique l'année dernière, et il y en aura vraisemblablement plus cette année. D'ailleurs, tous les services de la CO se sont mobilisés en préparant des zones tampons en quelque sorte au cas où l'affluence serait plus importante, des parkings supplémentaires, des zones d'accueil supplémentaires. Il y a une grande flexibilité autour du circuit pour organiser tout ceci, accueillir au mieux, car c'est une des tâches, un des leitmotivs, on va dire, de l'Automobile Club de l'Ouest, accueillir au mieux tous ces spectateurs qui viennent aux 24 heures du Mans pour communier avec l'histoire de l'endurance internationale et du sport automobile au plus large, de l'automobile même, parce qu'on voit dans les allées des 24 heures autour du circuit Bugatti, vous le disiez tout à l'heure, pardon, des rassemblements incroyables. Même les navettes ici sont historiques. Ah ouais, c'est génial. Il y a des Méhari, il y a des Volkswagen Combi, il y a des véhicules militaires, des autobus d'époque des années 30 et 40 qui viennent pour vous véhiculer dans les différents secteurs du circuit des 24 heures pour vous permettre de tout voir et de tout apprécier. Ah bah décidément. C'est aussi un peu la course par élimination, hein, avec ces voitures anciennes. La 300 arrêtée en piste. Vous avez vu la voiture de gomme, la type E au garage, la numéro 84, voilà, qui a été rectifiée à l'avant gauche. On y va à coup de marteau. Hein. Oui, en fait, c'était tout à l'heure ce qu'on avait pu apercevoir aussi à l'abordage du virage du Dunlop. C'est là où un des points de dépassement possible au freinage du Dunlop, et c'est là où parfois il y a des accrochages. Vous le disiez, même au niveau des pilotes professionnels, c'est très large, ça se réduit d'un seul coup, ça tourne à gauche et c'est un goulet. Et donc sur une incompréhension, sur un mauvais coup d'œil dans le rétroviseur, on peut se retrouver dans cette situation. C'est pas de chance, parce que c'est dans le tête à queue que la voiture a touché à l'avant gauche et que la carrosserie frottait probablement sur le pneu. On va peut-être la relancer en piste, hein, avec les coups de marteau. Si on arrive à enlever la carrosserie du pneu, celle-ci pourra repartir. Voilà, on a refermé le capot, on va refermer les sangles. Alors ici, ce sont des sangles qui sont courtes, mais vous verrez sur le plateau 1, plateau 2, les vieilles sangles en cuir qui ferment un capot de voiture. C'est absolument formidable. Voilà, moteur. Et ce bruit quand on essaiera de vous laisser entendre, on vous en fera profiter tout au long du week-end. Amis de la voiture électrique, ne passez surtout pas votre chemin, tendez l'oreille et appréciez aussi les mécaniques que vous allez entendre ce week-end. Des gros bons vieux moteurs atmosphériques, des turbos pour certains, des 4, des 6, des 8, des 12 cylindres. Et toujours à 8 minutes du but, à 2 tours maintenant du but. Martin O'Connell qui mène le bal. Et qui va sans doute, sans lui porter la poisse, obtenir un succès ici au Mans. Martin O'Connell, c'est un pilote qui effectue une montée en puissance. Il a remporté cette année au Grand Prix de Monaco historique, la série G, qui est celle des voitures de Grand Prix de 77 à 80. Donc ça commence à être des bolides qui se pilotent véritablement. Ça se conduit plus là à ce niveau-là. Et c'est un pilote qui a effectué le reste de sa carrière dans les classiques formules de promotion en Grande-Bretagne, avant de se tourner vers l'historique. Quelqu'un de plutôt sympa d'ailleurs, puisqu'on a eu l'occasion de le rencontrer notamment à Spa Classique, qui est intéressé par la découverte de tous les types de catégories. Il est engagé en tourisme, il est engagé en GT. Il dispute ici sous nos yeux le Jaguar Challenge, mais on le verra également tout au long du week-end dans d'autres catégories. On a failli assister à la même scène qu'il y a 3 minutes avec les deux autres voitures. C'est la bagarre pour la 3e place toujours, hein, qui oppose la 71 de Gatorade à la 114 de Monteverde Pierce. Et vous avez vu évidemment la glisse, le survirage entretenu
sur les deux voitures par ces pilotes qui connaissent bien leur sujet et qui certes peuvent commettre des erreurs parce qu'ils poussent la mécanique à la limite, mais en règle générale ont toujours tendance à être assez propres dans leurs évolutions. Bon, évidemment, ça dure jusqu'au moment où on se touche, hein. Jusqu'au moment où ça s'arrête. Tant que c'est involontaire. Allez, l'aspiration. Ça marche aussi, ça peut marcher. Il faut bien se placer à l'entrée de la ligne droite et se décaler au dernier moment pour le freinage. Enfin, dernier moment, non. Avec les freins de l'époque, il vaut mieux pas attendre le dernier moment, ce serait trop tard. Et cette voiture qui rentre au stand à la poussette. Voiture de Timothy Moldridge, une type de 1964. Le freinage, oui, il conserve sa position pour l'instant. Ah, quel spectacle! Quel spectacle! C'est vraiment magnifique d'assister à ça, de voir des grands-mères. Toujours aussi jeunes. Toujours aussi jeunes, absolument. On évoquait O'Connell, Frédéric, en 2016, donc l'édition précédente. Il y a déjà eu cette course de Jaguar Classic Challenge et c'est Andy Wallace, un autre Britannique évidemment que vous connaissez bien, un petit jeune. 19 participations aux 24 heures du Mans, une victoire, c'était en 1988, il y a 30 ans pile. C'est Andy Wallace qui avait remporté cette course, elle faisait déjà 55 minutes. Il pilotait la Type D qui avait gagné les 24 heures du Mans en 1955 avec au sort les vieux. La vraie voiture qui s'était imposée en 55 avait de nouveau gagné dans le cadre du Mans Classique il y a 2 ans. Alors il est bien évident aussi, Marc, qu'il y a dans ces compétitions historiques un autre aspect qui n'est pas à négliger, c'est le côté pédigré et palmarès des voitures, puisque plus elles roulent, plus elles concourent dans différentes compétitions, plus elles engrangent de victoires, en l'occurrence prestigieuses. Andy Wallace au volant qui vient ajouter une victoire dans le Mans Classique à une victoire déjà historique dans la vraie compétition moderne à l'époque, forcément pour le propriétaire c'est une bonne opération puisque la voiture vraisemblablement va prendre de la valeur. Et à propos de valeur, il y a une vente par Arcurial, vous savez, cette grande maison de vente aux enchères avec notamment Maître Poulain et Mathieu Lamour qui officient. Il procède cet après-midi à 14h ici sur le circuit des 24 heures à une vente aux enchères. Il y a je crois 6 Jaguars. Si je vous prends par exemple une type E 3 litres 8 Roadster de 1961, plancher plat, estimation 200 000 € pour cet après-midi. C'est correct. Nous avons une type E coupée de 1963 estimée à 125 000 €. Ce sont des prix encore raisonnables dans le domaine de la voiture historique de compétition parce qu'il y a des autos qui seront attribuées, qui sont estimées à 5 ou 6 millions cet après-midi dans cette vente aux enchères. Et puis Frédéric, je sais que vous avez mis une option sur cet exceptionnel panneau. Une borne kilométrique. Une borne kilométrique. Du circuit des 24 heures. Du circuit permanent de la Sarthe en 1930. Qui est estimé à 12 000 €. Martin O'Connell qui vient de couper la ligne de chronométrage alors qu'il restait 3 minutes 30 à peu près, donc sans aucun problème. C'est le dernier tour pour le leader de la course, le troisième depuis qu'on avait effectivement pu envisager le temps autour de Martin O'Connell qui est légèrement descendu, hein. On est dans les 4,56 maintenant, on était plutôt dans les 4,52, 4,53 en début de course pour le pilote de la Jaguar Type E qui mène la danse donc. Et toujours cette bagarre pour la 3e place pour une marche du podium, c'est quand même pas négligeable entre l'équipage Guérid et Carlos Monteverde Gary Pierce avec la numéro 114. Eh bien ça se décide justement avec un changement de position sur le podium à l'avantage des derniers cités. Mais voilà, il a voulu passer plus tôt, attaquer plus tôt, mais comme au tour précédent, il est battu en vitesse de pointe. Et là, carrément, il a un problème. Il a un problème vraisemblablement de boîte de vitesse. On l'a vu réaccélérer très fort. Et il a peut-être... Oh là là, attention à la 71. Il faut pas faire trop de bêtises comme ça, sinon on perd sa 3e position. Le podium, c'est pas dans les arbres là-bas. Hein. Non. Et c'est dans 13 km surtout le podium. Il a vraiment un problème, hein, le Monteverde. Il rétrograde, le voici 6e désormais. Passé par Clark Smith, par Dodd également.
Et le meilleur tour en course a été abaissé à 4 minutes 49 secondes 786 par Van Oenhuizen, qui est à la deuxième position. C'est cette voiture numéro 7, vous l'avez vu tout à l'heure, s'arrêter. Ça correspond à peu près au moment dans la course où Martin O'Connell a perdu pas mal de son avance. Il a d'un seul coup perdu 5-6 secondes, mais on peut penser qu'il est dans la pleine gestion de l'écart qu'il sépare de son principal poursuivant. Voilà, 19 secondes, ça fait maintenant une dizaine de minutes que cet écart est stable et qu'on peut imaginer qu'en tout cas pour les deux premières places, la messe est dite. Elle n'est pas dite en revanche pour la troisième position, parce que la 71, la 18, la 21, la 114 qui roulent ensemble. C'est la bagarre pour la troisième place. Exactement. Et voilà comment on perd une position. Ce sera sans moi, a dit Exactement. le pilote de cette voiture. L'équipage Clark Smith sur la Jaguar Type E numéro 18 qui s'est écarté et qui vraisemblablement a préféré sagement ne pas se mêler à cette bagarre. Il est en train de boucler dans son 11e tour, vous le voyez, O'Connell. Il est 18 secondes 5 devant, donc pour la victoire normalement c'est joué. Pour la deuxième place, c'est joué aussi pour la numéro 7 de Van Oenhuizen. Attention lorsqu'on s'infiltre à l'intérieur, oui. Au survirage là encore. Limite tête à queue. Mark Russell avec une Type E de 1964. Et voilà celui donc qui dans quelques kilomètres maintenant devrait inscrire son nom au palmarès du Mans Classique dans ce Jaguar Classic Challenge. Martin O'Connell, Type E 1962. « 55 minutes au volant de... C'est bête, c'est quand même une performance pour la plupart. Même une demi-heure pour ceux qui l'ont fait. On a dit tout à l'heure que certains des pilotes aussi étaient d'époque. Respect pour eux. Les pilotes avec lesquels on discute depuis le début de ce week-end et hier nous ont à peu près tous tenu le même langage en substance. Frédéric, c'est Le Mans, il faut le respecter, il faut traiter ce tracé, ce circuit avec la plus grande humilité pour l'aborder au volant de ce genre de voiture. Ouais, même avec des voitures modernes, les pilotes qui disputent le championnat du monde d'endurance et les 24 heures du Mans modernes disent exactement la même chose. Si tu veux monter au sommet de la montagne, il faut respecter la montagne. Hop là, il repasse. C'est vrai que c'est avec le plus grand respect. On se rend compte d'ailleurs qu'il peut se passer tellement de choses sur ces 2 tours d'horloge et sur ces presque 14 km. On est à la merci de n'importe quoi et ça force à la modestie. Et les pilotes, donc en règle générale, abordent toujours ces courses avec la plus grande modestie. Martin O'Connell, qui est sur le point de l'emporter, fait partie de ces hommes qui respectent énormément la compétition et savent que il ne s'agit pas seulement du talent du pilote, mais de l'ensemble d'une équipe qui vient couper la ligne d'arrivée à cet instant en première position. 11 tours ont été parcourus. Voici le deuxième, une autre Jaguar Type E avec Van Oenhuizen à son bord. 16 secondes d'écart pour Van Oenhuizen qui a donc fait toute la course. Des félicitations à toute britannique à l'arrivée. Et voici donc qui va prendre la troisième position. Ce sera la numéro 71 de l'équipage Gay Reed, qui devrait franchir la ligne à peu près 40-45 secondes. Et derrière le vainqueur jusqu'au bout. On s'est dépassé, bagarré même pour les accessites. Voilà, 46 secondes. 3 pour le troisième. Vincent Gay, qui est aussi un des grands animateurs de la course historique en Belgique et qui a pour tradition, parce qu'il a souvent terminé sur le podium à Spa Classique, de monter sur le podium avec un de ses petits-enfants. Alors on va voir si c'est le cas ici, puisque souvent la course se déroule en famille et qu'on profite d'un week-end de compétition historique pour également rassembler la famille autour de la passion du sport automobile. On va voir si c'est le cas sur le podium peut-être tout à l'heure. Podium de ce Jaguar Classic Challenge
où eh bien, on a pu voir du spectacle, même si ça s'est essentiellement passé en tête de course avec des Jaguars type E qui étaient les plus modernes représentés sur ce plateau. 7 victoires dans l'histoire Jaguar aux 24 heures du Mans, et donc dans cette décennie 50 dont nous avons beaucoup parlé, 5 victoires. La première en 1951 avec les XK 120C de l'époque. Voilà, c'est ça le Mans classique. Vous avez des Jaguars, vous avez des Bentley, vous avez des Delahaye, vous aurez des Bugatti qui vont rouler. Vous allez faire un voyage dans le temps tout au long de ce week-end, et en ayant ajouté le Classic Endurance Challenge, Peter Otto et l'ACO couvrent désormais 90 ans d'histoire de l'endurance, de la première course en 1923 qu'on avait évoquée en ouverture de cette retransmission jusqu'à 2014. Et vraiment, on pourra juger de l'évolution de ces voitures, de l'évolution de la mécanique, de l'évolution du pilotage, de la tenue de route, naturellement. Et puis n'hésitez pas, si vous venez au Mans Classique ce week-end, il faut venir au Mans Classique. Il faut venir et revenir, parce que vous n'aurez pas le temps de toute façon de tout voir et de faire le tour des paddocks, du village, de toutes les expositions. C'est un principe, vous devrez revenir. D'abord, vous allez être piqué, vous allez prendre goût à tout cela. Et forcément, vous pouvez déjà cocher sur votre agenda que dans 2 ans, vous êtes là au Mans pour la 10e édition. Oui, parce qu'au Mans Classique, on ne vient pas s'asseoir dans une tribune pour suivre une course, on vient se promener. Et on est mobile tout au long du week-end, tout au long de la journée, si c'est sur une journée. On va aller voir un départ,